d'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour l'invitation. C'est un vrai honneur de parler pour l'anniversaire des 150 ans. Donc, comme ça a été rappelé, je travaille à l'interface entre les mathématiques et l'informatique. Donc, aujourd'hui, je vais présenter des travaux qui seront à cette interface et on verra un peu l'interaction de plus en plus fréquente maintenant entre ces deux disciplines. Et en particulier, on verra que souvent, ce sont dans de vieilles idées mathématiques qu'on trouve de bonnes idées algorithmiques. Donc aujourd'hui, on parlera de somme de carrés, de polynômes et de dualité convexe, qui sont quand même des concepts mathématiques assez anciens, mais toujours très utiles. Donc, comme je vais faire un peu d'optimisation et qu'on veut faire en sorte que ces algorithmes tournent à grande échelle, il va falloir définir ce qu'on appelle grand. D'accord, grand, suivant la situation, ça veut dire des choses un peu différentes. Donc, j'aurais pu faire une présentation sur l'optimisation convexe. Donc, ça, c'est la grande classe de problèmes qui ont été étudiés depuis une cinquantaine d'années, où là, grand, donc le nombre de paramètres peut être de l'ordre de plusieurs milliards, voire plus. Donc, quand vous faites une requête sur Internet, sur un moteur de recherche, ou quand on vous présente de la publicité, ou quand on fait de l'inférence en bioinformatique, eh bien, on résout un problème d'optimisation, typiquement convexe, mais très, très grand. D'accord? Donc ça, c'est un grand succès de l'optimisation. Après, depuis plus récemment, on s'intéresse à des problèmes non convexes, où la fonction objective donc, est non convexe, donc plus difficile à optimiser. Et là, on a perdu quelques ordres de grandeur. Donc là, dans un réseau de neurones, par exemple, le nombre de paramètres à estimer, donc les poids des réseaux de neurones, c'est maintenant de l'ordre du million, voire du milliard. D'accord ? Donc ça, on n'est plus convexe, et donc il va falloir faire des hypothèses assez structurelles sur le problème. Donc ça, j'aurais aussi pu vous parler de cela, mais j'ai choisi quelque chose d'encore plus petit, moins grand, ce sont tous ces problèmes où on a ce fameux fléau de la dimension. Donc tous ces problèmes qui finiront par être exponentiels en dimension pour le temps de calcul, ou alors pour la performance de prédiction. Et donc là, clairement, grand, ça ne sera pas 1 milliard. On a beau avoir de grands ordinateurs, on sera toujours limité à des dimensions de l'ordre d'une dizaine ou d'une vingtaine. Et là, pour ces problèmes, c'est grand. D'accord ? Donc ce que je vais aborder, c'est surtout l'optimisation de fonctions non convexes, mais on verra en fin d'exposé qu'il y a beaucoup de problèmes plus complexes, comme le transport optimal ou le contrôle optimal, qui sont aussi soumis à ce genre de fléau de la dimension, et pour lequel ce que je vais présenter s'applique aussi. Donc le sujet pour aujourd'hui, c'est représenter les fonctions positives. Donc on va éviter l'anglicisme aujourd'hui, donc des fonctions positives, et on verra qu'en fait ça paraît assez simple, un peu voire simpliste, mais c'est quelque chose qui est à l'origine de beaucoup de développement algorithmique. Voilà, donc on va faire de l'optimisation, donc on va se donner une fonction f définie sur un ensemble oméga simple, donc typiquement l'hypercube, moins 1 à la puissance d, et on va minimiser f en ayant accès uniquement à certains oracles sur f. Bien sûr, si on connaît les minimiseurs de f, ça n'a pas un gros intérêt. Donc on va uniquement faire l'hypothèse qu'on peut accéder à f par les valeurs de fonction. Donnez-moi un x, je vous retourne f de x. On pourrait imaginer retourner aussi le gradient, d'accord, mais pour aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle de l'optimisation d'ordre 0, où on observe que les valeurs de fonction. On fera des hypothèses de régularité, comme toujours en optimisation. Donc la difficulté aujourd'hui, ça sera que la fonction sera non convexe. D'accord ? Donc dès lors qu'on est non convexe, eh bien, il y a toujours ces problèmes de minima locaux. D'accord ? Une fonction non convexe peut avoir plusieurs minima locaux, et l'information locale ne suffit pas pour caractériser l'optimum global. Donc tout de suite, on va devoir payer quelque chose, et on paiera le côté exponentiel en dimension. Donc ça a beaucoup d'applications, vraiment dans beaucoup d'endroits, où on cherche à optimiser des fonctions qui sont complexes. C'est vrai dans mon domaine de prédilection qui est l'apprentissage, où souvent les méthodes ont beaucoup d'hyperparamètres, des paramètres de régularisation, des tailles de réseaux de neurones par exemple, et on a besoin d'optimiser sur ces paramètres. Et la fonction de prédiction sur des données non observées est souvent très complexe. On peut faire aucune hypothèse et on est amené à utiliser ces techniques dites d'optimisation globale. C'est aussi vrai dans l'industrie, où quand on cherche à contrôler un processus industriel, eh bien, on a quelques paramètres.
et la fonction qui va des paramètres du processus au rendement est très complexe, et souvent, on ne peut uniquement que tester certaines valeurs et essayer d'optimiser à partir de l'accès à certaines valeurs de f. Donc ça, c'est un peu les applications, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher à trouver un algorithme qui va accéder à certaines valeurs de f en certains points, d'accord, va retourner un x chapeau, et on veut que x chapeau soit le plus proche possible du minimiseur de f. Donc là, on va prendre un critère dit en valeur de fonction. On veut que la valeur de fonction, à mon estimé, soit le plus proche de la valeur minimale de f sur oméga. Bien sûr, le but est de faire ça avec un nombre d'appels aux fonctions qui sera le plus faible possible. Donc ça, c'est le but du jeu, c'est minimiser le nombre d'appels aux valeurs de f. Et on va se donner un critère. Et le critère, c'est que sur une classe de fonctions, eh bien, on a une performance qui est garantie. Donc c'est souvent des garanties pire cas. On veut s'assurer que sur toutes les fonctions, par exemple, à dérivée bornée, avec une borne sur la dérivée connue, eh bien, la performance sera de temps. D'accord? Donc, epsilon, ça sera souvent la performance. Donc, on veut epsilon petit, et on aura n le nombre d'accès aux valeurs de fonction qu'on souhaite aussi petit. Donc, ça, c'est un choix qui est souvent fait en optimisation, faire des garanties pire cas. Alors, bien sûr, ça, quand on fait du pire cas, on écrase le cas moyen. D'accord? Donc, c'est souvent les fonctions les plus dures dans la classe de fonctions à optimiser qui vont dicter la performance. Mais bon, c'est un choix qui est fait fréquemment, que je fais aussi aujourd'hui. Donc, premier résultat intéressant. Donc ça date pas de Novak de 2006, mais Novak 2006, c'est un très bon livre pour apprendre cela. Eh bien, c'est surprenant, mais le fait de devoir minimiser une fonction est presque aussi dur que de l'approcher de manière uniforme. D'accord? Donc, c'est quoi approcher de manière uniforme? C'est un problème statistique classique. Pour la même fonction f, je vais accéder à certaines valeurs de la fonction, f de x1, f de x2, f de xn, et je veux estimer un f chapeau qui va bien approcher f de manière uniforme. Eh bien, il s'avère que ces deux problèmes sont, dans le pire cas, essentiellement équivalents à un facteur 2 près. Donc, le epsilon optimal pour l'optimisation n'est que 2 fois supérieur au epsilon optimal pour l'approximation. Non, plutôt l'inverse. Voilà. Donc, quel est l'algo optimal? L'algo optimal est assez rudimentaire. Je prends ma fonction, la fonction f en rouge. Je demande la valeur en certains points, les points verts. À partir des points verts, je vais prendre mon algorithme préféré pour faire de l'approximation uniforme, à base de polynômes ou à base d'autre chose. J'obtiens la fonction bleue ici. Et après, je minimise la fonction bleue. D'accord? Et j'obtiens le point orange ici. Eh bien, ça, c'est la technique, c'est l'algorithme dit optimal pour cette classe de problèmes. D'accord? Donc, le problème, ici, c'est de savoir ce qu'on appelle optimal. Ici, ce n'est pas optimal en temps de calcul, on verra que c'est le but de mon exposé, mais c'est optimal en termes de nombre d'accès aux valeurs de fonction. Si, par exemple, dans votre cadre industriel, trouver f de xi, ça vous coûte une journée d'expérience, ou une journée de faire tourner votre machine, eh bien, ça sera très coûteux et on veut vraiment minimiser ce nombre d'appels aux fonctions. Par contre, nous, on va rajouter un côté algorithmique de temps de calcul. Si je peux avoir un nombre de valeurs de fonction de f utilisé petit, mais que j'ai besoin d'avoir 1 million d'ordinateurs pour le résoudre, ce n'est pas forcément très pratique. Donc, c'est un peu le but du jeu aujourd'hui. Donc, quelles sont les performances optimales? Donc là, j'ai parlé de l'algorithme optimal. Et quelles sont les performances optimales? On va voir arriver ici le flot des dimensions. Eh bien, si j'appelle n ce nombre de valeurs de fonction d'évaluation, eh bien, il va falloir, pour une hypothèse de régularité assez standard, dans des fonctions Lipschitz, eh bien, un nombre qui sera exponentiel en dimension. On va souvent voir apparaître epsilon arrivé en précision. Si epsilon diminue, si on veut optimiser de manière plus précise, eh bien, le nombre de fonctions d'évaluation va grandir, donc c'est bien décroissant en epsilon, et on va apparaître la puissance de d ici. Donc si je veux arriver à epsilon de l'ordre de 10-3, eh bien, avec d égale 100, ça sera impossible. Donc qu'est-ce qui va nous sauver? Et donc ça, ce sont des résultats d'impossibilité. Ça veut dire qu'il n'y reste pas d'algorithme potentiel pour faire cela à un coût inférieur.
Donc ce qu'on va utiliser, eh bien, c'est de la régularité. Donc si jamais je vais au-delà de la régularité de Lipschitz, d'accord, donc essentiellement les dérivées d'ordre 1 borné, et que je remplace cela par des dérivées d'ordre m borné, eh bien, on va faire décroître l'exposant. Donc l'exposant d va être transformé en d sur m. Et si m devient assez grand, eh bien, le rapport d sur m sera pas trop défavorable. Et là, je pourrais aboutir à des précisions petites sans avoir à utiliser trop de valeurs de fonction. Donc là, pour tout l'exposé, je me focalise sur la dépendance sur la précision. Il y a des constantes, d'accord? Les constantes, elles dépendent exponentiellement de d, d'accord? Donc, ayez toujours en tête que c'est toujours, c'est toujours à une constante près. Voilà. Et donc, pourquoi on peut utiliser le côté lisse? Pourquoi la régularité aide? Eh bien, il y a l'explication en un graphe comme celui-ci. Essentiellement, quand on travaille sur ces problèmes-là, la fonction, si jamais je vous donne les valeurs de fonction qui sont toutes égales à 0, donc imaginons ici que j'ai pris 8 points et qu'à chaque fois les 8 points, eh bien, la valeur est 0, eh bien, étant donné mes hypothèses de régularité, quelles sont les fonctions que je peux me permettre? Eh bien, c'est la fonction des juste Lipschitz, je vais avoir un triangle, d'accord, qui peut aller assez haut, d'accord, qui sera la hauteur du triangle sera de l'ordre de l'écart entre les points. Par contre, si j'impose à la fonction d'être très dérivable, eh bien, je ne vais pas pouvoir monter trop, et on peut montrer que dans ce cas-là, la valeur de fonction la plus haute possible sera de l'ordre de epsilon avec une puissance qui sera plus faible qui sera plus faible que 1. Voilà, donc ça c'est la preuve en image du fait que quand on fait des hypothèses de régularité, on va faire décroître l'exposant en epsilon. Donc ça c'est l'espoir aujourd'hui, c'est de pouvoir utiliser cette hypothèse de régularité. Donc ça, c'est bien, et la Go optimale est toujours approcher f par f chapeau et minimiser f chapeau, mais le problème, c'est qu'on se ramène à minimiser une fonction f chapeau, et ça, algorithmiquement, on ne sait pas faire. Ça va prendre un temps exponentiel. Et donc le but ne sera pas d'approcher, mais après d'optimiser, mais ça sera de faire les deux en même temps. On va à la fois approcher et optimiser en même temps, et l'idée de pouvoir avoir un algorithme qui aura une complexité qui sera polynomiale en n étant le nombre d'évaluations de fonctions. Là, c'est le but du jeu. Je sais que n, au pire, au mieux, va grandir comme epsilon puissance moins d sur m. Donc ça va grandir avec epsilon, bien sûr, quand epsilon va tendre vers 0. La puissance sera raisonnable, d'accord. La constante sera exponentielle. Mais une fois que j'ai ce nombre d'évaluations, je vais être sûr de pouvoir faire tourner cet algorithme sur une machine, typiquement un ordinateur portable. On va commencer par faire un peu de reformulation, d'accord? Donc là, j'ai dit que je ne ferai pas d'hypothèse de convexité sur f, ça ne veut pas dire que je ne ferai pas de convexité du tout, d'accord? On va faire beaucoup de convexité pour ce problème-là. On va commencer par reformuler ça comme un problème convexe. Donc l'idée étant que pour minimiser f, eh bien, c'est équivalent de maximiser une borne inférieure sur f. Donc essentiellement ici, le c, ça sera une borne inférieure sur f. Et donc, ça veut dire que f de x est plus grand que c pour tout x dans oméga. Donc ça, c'est le fait d'être une borne inférieure. Et je vais chercher à maximiser cette borne inférieure, donc le suprêmum par rapport à c. Et vous pouvez vite vous rendre compte que dans ce cas-là, on va atteindre le minimisaire de f. D'accord? Donc ça, c'est juste une reformulation. C'est une reformulation convexe. Pourquoi? Parce qu'on a un paramètre d'optimisation qui est c. L'objectif est linéaire. La contrainte f de x moins c plus grand que 0, c'est une contrainte linéaire en c, donc convexe ici. Donc on a un problème convexe. D'accord? Donc ça, c'est la preuve la plus simple que tous les problèmes d'optimisation sont convexes. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont faciles à résoudre. La difficulté ici, c'est qu'on a un ensemble dense d'inégalités, f de x moins c plus grand que 0 pour tout x, non seulement infini, mais continuellement infini. Donc le but du jeu, ça va être de prendre cette formulation et de voir comment algorithmiquement on peut s'en sortir. Et la manière dont on va s'en sortir, c'est en réalisant que dire que f de x est plus grand que c, c'est équivalent à dire que f de x moins c est positif pour tout x. Donc ça veut dire que f de x moins c est une fonction qui est positive. Donc l'idée maintenant est de travailler sur les fonctions positives et sur leur représentation, avec bien sûr quelques prérequis.
Le premier prérequis, c'est qu'on préserve la linéarité de la représentation. Donc, si je dis simplement f, si je prends une fonction g positive et je dis que c'est un carré, d'accord, effectivement c'est positif, mais le problème, c'est que le carré n'est pas une fonction linéaire, et dans ce cas-là, pour résoudre un problème dans des hypothèses de convexité, on aura du mal à utiliser de l'algorithmique convexe là-dessus. Donc, il va falloir trouver une représentation un peu linéaire des fonctions positives, et donc c'est le but du jeu. Donc, ce qu'on va faire, c'est pas représenter une fonction positive comme un carré, mais comme une somme de carrés, pour des raisons que vous allez comprendre bientôt. Donc, on va commencer par se définir une forme quadratique. Donc, on va prendre une fonction g. On va supposer qu'on connaît un descripteur, un vecteur phi de x. Donc, phi de x, c'est une fonction qui va de oméga vers un espace, soit un espace vectoriel ou un espace vectoriel de dimension finie, ou un espace de Hilbert. Donc, dans le cas des polynômes, ça sera tous les monômes, par exemple. Et on va s'attacher à définir une fonction g, à la représenter comme une forme quadratique en ce vecteur phi de x. D'accord? Donc, ce que j'ai représenté ici, phi de x fois g fois phi de x, où g, ça sera un opérateur dont on peut faire l'hypothèse qu'il est symétrique. Pour me simplifier la vie, je vais supposer que les fonctions constantes sont représentables comme fonction linéaire de phi de x. Donc, ça correspond essentiellement à mettre, si j'ai un phi de x qui ne satisfait pas cela, je rajoute 1 à la fin et ça le satisfait. Et l'exemple classique, ce sont les polynômes. Donc, si dans phi de x, je mets tous les polynômes, tous les monômes de degrés inférieurs ou égaux à r, eh bien, je représente comme cela tous les polynômes de degrés inférieurs ou égal à 2r. Donc, ça, c'est juste une manière de représenter les polynômes. Et on voit tout de suite que la dimension de l'espace vectoriel nécessaire pour représenter tous les monômes est grande. D'accord, on a le coefficient binomial d plus r sur r qui grandit exponentiellement en r. Et bien sûr, de l'ordre de d puissance r ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur ces formes quadratiques? On va faire l'hypothèse qu'elles sont positives. Donc, on va faire l'hypothèse que l'opérateur symétrique G est positif. C'est essentiellement toutes ces valeurs propres sont positives, d'accord? Donc, ça veut dire que pour tout y fois g fois y est positif, et pas uniquement y égale f de x. Donc, on prend une hypothèse un peu plus forte. Et ça, bien sûr, presque par hypothèse, ça va donner lieu à des fonctions qui sont non négatives. Si je prends ici g, grand G, défini positif, eh bien, on n'a que petit g est positif presque par définition. Et pourquoi on appelle ça somme de carrés? Eh bien, ça s'appelle somme de carrés si on prend la décomposition de G en vecteur propre, valeur propre. G égale la somme des lambda i fois hi fois hi. Hi produit tensoriel avec hi. Eh bien, on voit que G de x est représenté comme une somme de termes. D'accord? On a les valeurs propres lambda i qui sont positives, fois phi de x fois la matrice de l'opérateur de rang 1 fois phi de x, qui est un carré, qui est le carré de hi fois phi de x. Donc, on voit qu'ici, comme lambda i est positif, on a une somme de carrés. Donc, essentiellement, quand on représente les fonctions par des formes quadratiques positives, on a une somme de carrés, d'où le nom de somme de carrés. Voilà, donc ça, c'est des choses assez classiques. Bien sûr, ce sont des conditions qui sont suffisantes pour être positives. Donnez-moi une fonction définie comme phi de x fois g, phi de x, où g est positive, elle est positive. Par contre, ce n'est pas forcément suffisant. Donc ça, c'est un vieux problème connu dans le cas des polynômes. Donc, ce n'est pas du tout Rudin qui a fait ça en 2000, c'est simplement un article intéressant sur le sujet. Et ça date, ce sont des questions qui ont été traitées un tout petit peu après la naissance de la SMF. D'accord? Donc, ces problèmes, dans le cas des polynômes, ont été résolus par Hilbert en 1888. Et essentiellement, en dimension 1, eh bien, c'est un petit travail pour vous, là, pour la fin de la séance. Eh bien, il s'avère que tout polynôme positif est une somme de carrés. D'accord? C'est une équivalence. Et c'est vrai en degré 2 pour tout D. Ça peut aussi vous en rendre compte. Par contre, dès lors que la dimension est plus grande que 1 et le degré est plus grand que 2, eh bien, ce n'est plus vrai. Il existe des polynômes positifs qui ne sont pas des sommes de carrés. On verra que c'est important pour la suite, que si on veut représenter l'espace des polynômes positifs, on ne peut pas se restreindre aux sommes de carrés. Voilà. Donc, regardons comment on va utiliser ces sommes de carrés en termes d'algorithmique. D'accord? Donc ça, c'est
d'abord en commençant par les polynômes. Donc je me replace dans le problème initial, je cherche à maximiser ma borne inférieure C, d'accord, qui est une borne inférieure, si et seulement si f de x moins c est positif. Donc je vais chercher à représenter f de x moins c comme une somme de carrés, donc comme un phi de x fois a fois phi de x, où a est un opérateur, une matrice ici, j'ai fait l'hypothèse de dimension finie pour l'instant, une matrice qui est positive. D'accord ? Dans le cas des polynômes, d'accord, si f est un polynôme, a représente un polynôme, ça c'est une égalité pour les coefficients du polynôme. Donc ça c'est une égalité qu'on peut vérifier algorithmiquement en regardant si les coefficients sont égaux. Donc cette idée-là, ça date de Lasserre, donc Jean-Bernard Lasserre dans les années 2000, et aussi les travaux de Parillo sur le même sujet. Ça s'appelle l'optimisation par somme de carrés polynomiale, où on va essentiellement donc maximiser ma borne inférieure C, de sorte que f moins c est une somme de carrés de polynômes. Et ce qu'on peut voir assez rapidement, c'est si jamais je prends C égale f étoile, donc le minimiseur de f sur mon ensemble, eh bien si f moins f étoile, c'est un polynôme positif par définition, si celui-ci est représentable par une somme de carrés, eh bien, je vais le trouver par ce problème d'optimisation. D'accord ? Donc, que parmi les polynômes positifs, f moins f étoile fait partie de ceux qui sont représentables par somme de carrés, eh bien, ça va fonctionner. D'accord ? Donc, ça donne déjà un algo d'optimisation global qui est valide dans certaines conditions. Donc, pourquoi c'est un algorithme qui est implémentable ? Eh bien, j'ai A ici, qui est une matrice de dimension finie, d'accord, grande mais finie. Bon, C, c'est un réel. J'ai des contraintes f égale c de u fois u plus a, qui sont des contraintes d'égalité. Donc là, j'ai un problème d'optimisation avec une contrainte d'être une matrice positive, d'accord, en dimension finie. Donc ça s'appelle des problèmes de programmation semi-définie, et le temps de calcul est connu pour être polynomial pour ces problèmes-là. Il y a plein d'algorithmes existants, de boîtes à outils qui le résolvent, d'accord, et donc ça crée depuis les années 2000 toute une industrie, mais beaucoup d'algorithmes et d'applications qui utilisent ce genre de technique. Donc ça, oui, la phi sera toujours connue. Donc ici, phi, ce sont les monômes dans ce cas-là. D'accord, vraiment, on les liste de manière brutale, tous les monômes, et on les connaît. Voilà. Donc ça, bien sûr, le problème, c'est qu'il faut que f moins f étoile soit une somme de carrés. Donc là, comment on fait quand ce n'est pas le cas ? Eh bien, il y a une technique qu'a mis en œuvre Jean-Bernard Lasserre, qui est très intéressante, qui est d'avoir un problème un peu plus compliqué, d'accord ? Donc on va se donner un ensemble où on localise nos minimiseurs. Ici, le boule L2, donc x au carré, c'est la somme des xi au carré. Et on utilise un résultat qui est assez puissant, dont la preuve est loin d'être évidente, qui est que qu'un polynôme qui sera positif strictement ici sur mon ensemble oméga, c'est ma boule L2, eh bien, s'il est positif, eh bien, on pourra le représenter comme une somme de différents polynômes. Donc ici, on a Q qui sera un polynôme positif, P sera un polynôme positif, et vous pouvez voir que si Q et P sont positifs, eh bien, sur l'ensemble tel que x au carré plus petit que r carré, eh bien, ce terme-là sera positif, celui-là sera positif, celui-là sera positif, donc f sera positive. D'accord ? Donc l'inégalité dans un sens est presque évidente. Si p et q sont positifs, eh bien, f est positif sur l'ensemble oméga. Par contre, ce qui n'est pas évident, c'est que l'équivalence, le sens contraire est aussi vrai, mais ce qui est plus fort, c'est que non seulement p et q sont positifs, mais ce sont aussi des sommes de carrés. D'accord ? Donc, je vous rappelle que tout polynôme positif n'est pas forcément une somme de carrés, mais ceux-ci sont des sommes de carrés. Donc ça, c'est bien, parce que maintenant, je peux prendre ici f, je remplace f par f moins c, et je peux appliquer ça au-dessus. D'accord ? Et là, je sais que, a priori, je vais toujours trouver l'optimum global. Le seul problème, c'est que le degré des polynômes p et q n'est pas connu à l'avance. On sait qu'il existe un polynôme de degré potentiellement plus grand, et on ne le connaît pas à l'avance, et il peut grandir. D'où cette notion de hiérarchie de problèmes, où on va prendre d'abord le degré de f, on essaye,
et puis soit ça fonctionne, on arrive à trouver le minimum, ou alors on augmente le degré au fur et à mesure de P et de Q. On a cette hiérarchie de problèmes. Et si vous voulez en savoir plus, regardez l'article de Jean-Bernard Lasserre, qui est très bien, et tous les articles qui ont suivi qui font cela. Donc ça, c'est un peu l'état de l'art de l'utilisation des sommes de carrés pour l'optimisation. D'accord ? Donc nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est de ne pas avoir à gérer ce potentiel non-existence de somme de carrés. Donc pour cela, on va se mettre en dimension infinie. Donc on va transformer maintenant les phi de x qui étaient dans RD, dans R, dans l'espace euclidien, en espace de Hilbert. Le A va devenir un opérateur qui sera toujours auto-adjoint, qui sera positif, qui sera compact. Donc ça va résoudre ce problème d'inexistence potentielle de somme de carrés, mais ça va en créer d'autres. Et un peu le but du jeu aujourd'hui, c'est de présenter comment on peut toujours se débrouiller avec un phi de x qui est de dimension infinie. Et on va voir que ça va mettre en jeu des théories classiques en mathématiques appliquées, comme les espaces de Sobolev et les espaces à noyaux reproduisants, qui sont très souvent utilisés en statistique. Et on va voir comment ça va fonctionner. Voilà. Donc, on va se donner maintenant un espace de Hilbert de fonctions. Donc, imaginez qu'un espace de Sobolev, et on va se faire en sorte qu'on a un espace de Hilbert assez petit, de telle sorte que l'évaluation de fonctions en un certain point est bien définie. Pour L2, ce n'est pas vrai, on ne peut pas définir g de x pour une fonction de L2 de manière correcte, mais si l'espace est suffisamment petit, eh bien on peut le faire, et donc c'est le cas des espaces de Sobolev d'ordre suffisamment élevé, et dans ce cas-là, on va représenter g évalué en x comme une fonction linéaire de g fois un vecteur phi de x. Donc ça, c'est la grande hypothèse qui est faite pour ces espaces vectoriels, ces espaces de Hilbert, c'est que les fonctions d'évaluation sont bornées, voilà, sont continues, donc l'existence de certains phi de x. Ce phi de x, c'est ça qu'on va utiliser nous, mais ce phi de x, il n'est pas nécessaire de le connaître de manière explicite. D'accord ? On verra qu'on peut toujours se débrouiller si on connaît que les produits scalaires entre un phi de x et un phi de x'. D'accord ? On va appeler ça le noyau K de xx'. Donc, exemple classique, un espace de Sobolev, d'accord, sur oméga, si l'espace de Hilbert de Sobolev, si l'indice de l'espace de Hilbert est suffisamment grand. D'accord ? Donc, en dimension 1, H1 suffit, mais en dimension D, il faut utiliser S plus grand que D sur 2. Donc, là, on voit apparaître que pour avoir un espace dit à noyau reproduisant, il faut une régularité suffisante qui va grandir avec D. D'accord ? Donc on peut voir que c'est déjà un concept que j'ai eu au début de l'exposé. Il fallait que M grandisse avec D. Ben là, c'est pareil. On va avoir besoin que S grandisse avec D sur 2. Donc le produit scalaire va dépendre de toutes les dérivées. Ça sera le produit scalaire L2 entre les dérivées de tous les ordres jusqu'à S. Donc là, on est en dimension D. Donc ici, alpha ici, c'est tous les vecteurs d'ordre de différenciation. Et pour rendre les choses concrètes, trouver un phi de x pour un tel espace de Hilbert n'est pas chose aisée, mais trouver un noyau qui correspondra au même produit scalaire est plutôt facile, et classique. Et si vous prenez le noyau qui est l'exponentielle de moins la distance euclidienne, eh bien, vous obtenez, vous savez qu'il existe un espace de Hilbert, d'accord, qui sera ce Sobolev. Il existe un phi de x que vous ne saurez pas forcément construire, mais vous n'en aurez pas besoin pour des raisons que je vais expliquer tout de suite, pour lequel k de xy est un certain phi de x fois un certain phi de y. Donc ça, c'est expliquer en 2 minutes toute la théorie des espaces de noyaux reproduisants. Et à quoi ça sert pour nous ? Eh bien, c'est très utilisé en stats. Pourquoi c'est très utilisé en stats ? Parce que souvent, on va faire de la régression. Donc, quand on fait de la régression, eh bien, on a des points x1, x2, xn. On veut trouver une fonction qui passe par l'observation x1, y1, x2, ye, etc. Et dans ce cas-là, on va chercher une fonction qu'on va vouloir régulière, donc on va vouloir pénaliser les dérivés, mais on veut connaître son comportement en certains points. Donc, par définition, quand on fait l'estimation statistique, on a besoin que l'évaluation de nos fonctions soit bien définie.
Donc naturellement, on va utiliser un espace à noyau reproduisant. Donc, et quand on minimise une fonctionnelle qui dépend de la valeur des fonctions de g en certains points, plus une fonction croissante de la norme, eh bien un théorème dit de représentant qui permet de dire que même si on est en dimension infinie, un espace fonctionnel de dimension infinie, eh bien on peut s'attacher à prendre notre fonction g, l'optimum peut se trouver dans une classe de fonctions de dimension infinie. On va faire une combinaison linéaire des fonctions noyaux, d'accord, donc k de x, xi, ça, le noyau on le connaît. L'inconnu, le xi on les connaît. Ce qui est inconnu, c'est le alpha. D'accord, donc c'est le alpha qui sera maintenant un réel, alpha i sera un réel. Donc on est passé d'un espace d'une optimisation sur un espace de dimension infinie à l'optimisation dans un espace de dimension n. D'accord, donc ça c'est un gain. Et là, ce qui est assez remarquable, c'est que on n'a jamais eu besoin de connaître phi de x, on a juste besoin de connaître le noyau. D'accord, donc ça c'était le grand engouement pour ces méthodes-là dans les années 90-2000 en stats et en apprentissage. On peut optimiser en dimension infinie, mais au prix de la dimension finie, et ici de n. Voilà. Donc ça, c'est le cadre classique où on fait de l'optimisation de la fonction f, et on va essentiellement prendre des fonctions qui sont linéaires dans phi de x. D'accord ? Nous, ce qu'on veut faire, c'est des formes quadratiques. Il va falloir étendre tout ça aux formes quadratiques, et ça sera ce qu'on va faire maintenant. Donc, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce même phi de x, donc cet élément d'un espace de Hilbert, et on va considérer des formes quadratiques dans ce phi de x, des formes quadratiques positives, et on va utiliser exactement le même problème d'optimisation qu'utilisait Jean-Bernard Lasserre. D'accord, on va maximiser la borne inférieure C, telle que f moins c est représentée comme une forme quadratique en phi de x. Donc ça, c'est des travaux en collaboration avec Alessandro Rudi et Ulysse Marteau-Ferret, qui est le doctorant qui travaille là-dessus. Donc ça, c'est un problème qui n'est pas facile à résoudre, contrairement à ce qu'on avait avant. Maintenant, A, c'est un opérateur de dimension infinie. Donc comment on résout ça ? C'est quelque chose qui est pas forcément facile. Mais on va voir qu'en utilisant ce phi de x correspondant aux espaces de Sobolev, on va pouvoir s'en tirer. Donc, premier résultat qu'on peut montrer, c'est que sous hypothèse de régularité raisonnable, donc bien sûr on peut débattre sur le côté raisonnable, eh bien toute fonction positive admet une décomposition par somme de carrés de dimension infinie dans cet espace de Hilbert. Donc si je fais l'hypothèse que la fonction f est suffisamment différenciable, plus que mon espace de Hilbert, ici s plus 3 est différenciable, et qu'elle a un minimum qui est unique atteint à l'intérieur de oméga, eh bien, on pourra l'exprimer comme une somme de carrés. Et donc, on pourra montrer l'existence d'un certain A, tel que f soit phi de x fois a fois phi de x. Donc ça, ce n'est pas vrai pour les polynômes, d'accord, mais c'est vrai en dimension infinie. Et ça, c'est un premier résultat qui nous permet de dire que le problème d'optimisation que j'ai inscrit ici, il est équivalent au problème initial. D'accord ? Je vais pouvoir, si je sais minimiser cela, maximiser par rapport à C, eh bien, j'aurai trouvé l'optimum global. Donc ça, le gain par rapport au polynôme, c'est la non-obligation de devoir passer par des hiérarchies qui peuvent être un peu compliquées à coder. Donc ça, c'est le gain. Maintenant, je suis en dimension infinie. Voilà. Donc après, ce qu'on va faire, c'est comme on est en dimension infinie, qu'on a un espace de Hilbert pour lequel on sait bien accéder aux valeurs de fonction, eh bien, on va sous-échantillonner. D'accord ? Non seulement pour le résoudre, mais aussi pour satisfaire les contraintes que je m'étais données. Moi, j'accède f uniquement par des valeurs de fonction. Donc, je n'ai pas le droit de dire que f est égal à un opérateur compliqué. Je peux juste regarder f dans certaines valeurs. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va prendre n valeurs, ici échantillonnées aléatoirement, et on va s'attacher à ce que la contrainte d'égalité que f est égale à c plus phi de x fois a fois phi de x soit satisfaite uniquement sur ces points. D'accord ? Donc, je remplace le problème d'optimisation par, ici j'avais quel que soit x, par simplement sur les xi. D'accord ? J'ai pris n points. Ça sera les points où j'ai besoin d'accéder f de x1, f de xn. Donc ça sera ces points-là. Et je vais résoudre cela.
Le problème, c'est que si je fais ça uniquement, eh bien, je vais avoir une fonction qui va être égale à 0, bah f moins ceci sera égal à 0 sur les xi, mais rien ne me dit qu'elle sera pas trop irrégulière et pas trop grande en dehors des xi. Donc pour éviter cela, on va régulariser, ce qui est classique dans ce contexte-là, en pénalisant n'importe quelle fonction spectrale de A. Ici, on a pris la trace parce que c'est plus simple. Donc ça, c'est essentiellement le pendant de l'estimation classique où je vais contraindre les valeurs de ma fonction en certains points et pénaliser sa norme. Mais ici, c'est pareil, j'ai une forme quadratique et je pénalise sa trace. Donc, ce qu'on a montré, toujours avec Alessandro, Rudy et Ulysse, c'est que, effectivement, si on choisit lambda correctement, eh bien, la quantité, le n, donc le nombre de fonctions d'évaluation nécessaires, va grandir avec la précision requise. D'accord ? Ici, la précision pour trouver l'optimiseur de f avec une puissance. Donc, toujours une constante qui va croître exponentiellement, mais la puissance, maintenant, va croître et ne va pas croître beaucoup plus vite que les algorithmes optimaux. Donc, les algorithmes optimaux, dans ce cadre-là, c'est exponentielle moins d sur m, c'est ce que j'avais dit initialement. Alors ici, il y a une petite subtilité parce que le d sur m correspond à des contraintes de norme infinie sur les dérivés, et que nous, on fait des contraintes de norme L2 sur les dérivés, et on voit apparaître ce terme d sur 2, mais vous pouvez, le d sur 2 là pourrait être correct, mais vous pouvez l'oublier, d'accord ? Ça, c'est le terme optimal. Et par rapport au terme optimal, on perd un peu en puissance, d'accord ? Mais on est toujours, si m grandit avec d, on a toujours on peut éviter ce flot de la dimension. Donc ça, c'est le résultat qui utilise des théories classiques en approximation par l'espace de Sobolev, d'accord ? Qui permet de dire que n ne sera pas trop grand, d'accord ? Mais là, c'est toujours pas fini, parce que j'ai toujours A qui est dimension infinie. D'accord ? Donc là, j'ai réussi à prendre mes contraintes continues d'égalité, à les sous-échantillonner, mais il faut encore pouvoir résoudre. D'accord ? Et là, on va faire appel à un théorème. Bon, j'ai oublié ça. Là, on va faire appel à un théorème du représentant similaire à celui que j'ai montré dans le cas des fonctions linéaires en phi de x. Et il s'avère que quand on va chercher à optimiser une forme quadratique en phi de x, qu'on observe à certains points, si on veut que cette forme soit positive de surcroît, eh bien, on peut se limiter à rechercher A comme combinaison linéaire des matrices de rang 1 définies par les phi de xi. Donc ça, c'est un résultat qu'on avait montré un petit peu avant avec Ulysse et Alessandro. Donc, comme dans le cas linéaire, dans le cas quadratique, on peut se limiter à un nombre fini de coefficients. Donc ici, la matrice C, c'est une matrice de taille n fois n qui sera donc positive. Et donc, on va apparaître maintenant le fait qu'on va pouvoir résoudre cela de manière polynomiale. Pourquoi ? Parce que comme dans le cas des polynômes, j'ai des paramètres petit c, dimension 1, grand C de taille n fois n, des contraintes d'égalité en haut à droite, une contrainte de définie positive, mais ça je sais gérer. Et on voit apparaître la complexité maintenant de l'algorithme. Il y a plusieurs algorithmes pour le faire. On peut faire un point intérieur, donc avec complexité qui sera en puissance de n. Donc ça reste une grande puissance de n, donc 3,5, donc ça va être coûteux, mais au moins c'est polynomial. Alors l'algorithme final, juste pour fixer les idées, donnez-moi une fonction, donnez-moi l'ensemble oméga, donnez-moi les paramètres, donc je ne vais pas vous dire comment on les trouve, ça c'est un autre sujet. Je vais échantillonner des points un peu partout, d'accord, au hasard sur oméga. Ensuite, j'ai calculé ma matrice de noyau. Donc ça, toutes les méthodes de noyau commencent par faire cela. Donnez-moi les points, je calcule la matrice de noyau, je calcule une racine carrée, d'accord, ça va m'aider pour l'optimisation. Je calcule mon f en ces points-là, d'accord, je cherche à optimiser f, c'est là où j'accède à f. Et après, je résous ce problème d'optimisation qui est... si vous le codez dans les boîtes à outils, c'est 3 lignes, d'accord. Ça sera un peu long, mais au moins ça sera rapide à coder. Vous obtenez C, et vous pouvez aussi obtenir l'optimiseur en regardant les paramètres du haut. Donc, exemple, si je prends une fonction en très grande dimension, dimension 2, voilà, donc c'est juste pour fixer les idées, donc une fonction qui est non convexe, donc c'est ce genre de fonction qu'on veut optimiser.
Eh bien, l'algorithme à gauche, d'accord, l'algorithme à gauche va échantillonner des points en rose un peu partout. Et ici, pour les experts, ils ne sont pas aléatoires, mais quasi aléatoires. Ça fonctionne un peu mieux, ça répartit un petit peu mieux. Et à l'aide des fonctions d'évaluation en ces points-là, eh bien, on va à la fois modéliser la fonction f, d'accord, dans le terme constante plus forme quadratique, et essentiellement minimiser ce modèle. Et là, on voit apparaître à droite le modèle associé. Donc ça, c'est le modèle appris de manière explicite par le modèle. Et la trajectoire en rouge, c'est la trajectoire de l'algo Newton appliquée à ce problème-là. D'accord ? Donc ça, c'est juste pour un peu illustrer ce résultat. On échantillonne des points, on calcule les valeurs de fonction, puis après, on la modélise et on minimise à peu près le modèle. Donc, voilà, laissez-moi passer ça. On peut aller en dimension plus grande. Donc ça, j'avais dit que je n'irais pas très très haut en dimension. Donc là, en dimension 8, où on compare avec l'algorithme simple qui est recherche aléatoire. Donc c'est quoi la recherche aléatoire? C'est prendre les points violets, roses, calculer f dans ces points-là et prendre le minimiseur sur ces points-là. Donc ça, c'est un algo qui paraît naïf, mais il est optimal pour les fonctions qui sont peu régulières. Donc si vous avez une fonction qui est juste Lipschitz, le mieux que vous puissiez faire, c'est de prendre des éléments random, d'accord? Ce qui paraît un peu décevant, mais bon, ça c'est la conséquence de prendre des garanties par pire cas, c'est qu'il y a toujours une fonction qui sera très méchante qui va vous embêter, et dès lors que l'ordre de différenciabilité est plus grand que 1, eh bien, c'est les techniques que j'ai présentées ici, mais il y en a bien d'autres, permettent d'aboutir à une meilleure solution. Donc pour finir, je vais parler un peu de dualité. Un peu de dualité avant la pause, ça fait toujours du bien. Donc ça, c'est le problème primal que je m'étais donné, de maximiser une borne supérieure, d'accord? Donc c'est un problème d'optimisation, d'accord? Là, je parle devant des experts, donc faire attention. Donc là, j'oublie un peu les contraintes de régularité, d'accord? Donc j'ai créé un paramètre de Lagrange pour cette contrainte, d'accord, que j'ai appelé mu. Il sera positif parce que c'est une contrainte d'égalité. Je vais créer mon Lagrangien qui sera C plus la somme des mu x fois f de x moins c. Je vais minimiser par rapport à C et faites-moi confiance, vous aboutissez au problème dual qui sera un problème de minimisation, d'accord, de l'intégrale de mu fois f, tel que mu est positive, parce que ça c'est un paramètre de Lagrange d'une contrainte d'inégalité, et l'optimisation par rapport à C vous donnera que l'intégrale de mu vaut 1. Donc essentiellement, ici, mu est une densité. D'accord? Donc quel est le problème dual? C'est le problème de minimiser l'espérance de f de x par rapport à toutes les probables possibles. Donc ça, c'est classique. L'optimiseur, ça sera un Dirac, à l'optimum global, au minimiseur. Donc là, bien sûr, le Dirac n'a pas de densité. Oublions les problèmes de régularité. C'est juste pour dire que quand on a ce problème primal, d'accord, qui a une contrainte de non-négativité, on aboutit à un problème dual qui a une structure similaire, d'accord, avec non-négativité. Donc quand on va chercher à représenter un problème par somme de carré, où on a une contrainte de positivité, il va falloir choisir le problème ou son dual, d'accord? Et le choix se fera selon que, à l'optimum, est-ce que la fonction, elle est plutôt lisse, d'accord? Donc ici, je vous ai montré que la fonction, à l'optimum, f moins f étoile, sera plutôt lisse et gentille. Par contre, ici, à l'optimum, la fonction mu, elle sera vraiment pas gentille. Ça sera un Dirac, ça ne sera même pas une fonction, d'accord? Donc on voit que pour chaque problème, il va falloir choisir si on prend le primal ou le dual pour représenter les fonctions par somme de carré. Donc c'est ce qu'on va faire pour deux problèmes, d'accord? Donc là, parler du transport optimal, d'accord? Donc là, je vais être assez rapide. Si vous connaissez le transport optimal, ça vous parlera. Si vous ne le connaissez pas, ça vous parlera un petit peu moins. Donc on va faire du transport optimal. Donc on va se donner donc, deux densités mu et nu. On va trouver un couplage entre mu et nu qui minimise un certain coût. Donc ça, c'est le problème primal. C'est un problème d'optimisation en dimension infinie.
Il y a une formulation duale, le dual de Kotorovich, qui est celui-ci, d'accord, avec une contrainte de positivité ici. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est, en pratique, quand on veut chercher à estimer ce transport optimal, souvent les densités sont données par des échantillons. D'accord ? Si je connais mu et nu par des échantillons, je vais pouvoir estimer leur distance de Wasserstein ici. Le seul problème, c'est que là, dans ce cas-là, on est frappé par le fléau de la dimension au niveau statistique. Le nombre de n d'échantillons qu'il faudra pour avoir une bonne performance sera de l'ordre de aussi 1 sur epsilon puissance d. Donc va apparaître là, le flux de la dimension. Quand on n'a fait pas d'hypothèse sur les densités, il faudra beaucoup de points. Il s'avère que des travaux précédents de John Weed et Quentin Berthet ont montré que si les densités sous-jacentes de mu et nu étaient lisses, étaient régulières, m fois différenciables, eh bien, on pouvait trouver des algorithmes qui permettaient d'avoir un taux de convergence qui n'était plus en puissance moins 1 sur d, mais moins m sur d. Donc, on peut, si m grandit, eh bien, on peut éviter le flot de la dimension. Eh bien, il s'avère qu'eux aussi, ils avaient un algorithmique non implémentable, d'accord, implémentable, mais pas en temps polynomial. Mais il s'avère que ce qu'on peut faire ici, et ça c'est des travaux en collaboration avec Adrien Vacher, Boris Muzelek, Ali Roudy et François-Xavier Viala, eh bien, on a pris simplement le dual, ici. Le dual a une contrainte de positivité qui est valable pour tous les éléments x, y. Eh bien, on remplace ça par simplement une somme de carrés en dimension infinie et on aboutit à un algo polynomial qui permet d'avoir les mêmes performances. Donc ça, c'est un exemple d'application au transport optimal. Autre exemple, alors là, encore un poil plus technique, c'est le contrôle optimal. D'accord ? Donc pareil, ceux qui connaissent, ça leur parlera. Ceux qui ne connaissent pas, ça leur parlera beaucoup moins. D'accord ? Donc on a un problème de transport optimal, de contrôle optimal classique. On a de équation différentielle ici, contrôlée par un certain U. On cherche à minimiser un certain coût. D'accord ? C'est le problème du contrôle optimal. D'accord ? Donc le but est de trouver U. Ici, c'est l'infimum par rapport à U. Donc un infimum par rapport à quelque chose de dimension largement infinie. Eh bien, on peut montrer, donc là, pareil, là, je comprime 20 ans de recherche en intransparent, qu'il y a un problème dual, qui est de trouver les sous-solutions de l'équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman, qui s'avère être un problème d'optimisation en dimension infinie. On va chercher la fonction valeur V qui vérifie qui minimise une fonction linéaire avec une belle contrainte d'inégalité ici. Donc ça, c'est une manière de trouver, parmi beaucoup, de trouver le contrôle optimal. Et donc ça, ce qui avait été fait avant, c'est de remplacer cela par des sommes de carrés polynomiales. Et il s'avère que, comme dans les autres cas, on peut remplacer les sommes de carrés polynomiaux par des sommes de carrés en dimension infinie et aboutir à des algorithmes. D'accord ? Donc ça, je n'ai pas présenté le détail, mais ce sont des travaux. Donc, et ceux qui avaient fait ça avant, c'est Jean Bernard, Didier Henrion, Christophe Prieur et Emmanuel Trella. Et avec mes collègues de l'INREA, on avait étendu ça aux sommes de carrés de dimension infinie. Donc on voit que tous ces problèmes en dimension infinie ont souvent une contrainte de positivité sous-jacente où on peut faire des sommes de polynômes, des sommes de carrés de polynômes ou des sommes de carrés en dimension infinie. Voilà. Donc pour conclure, je vais vous présenter aujourd'hui un cadre qui permet de mélanger un peu de stats et un peu d'optime, ce qui est un peu ce que j'aime bien, d'accord, où là l'idée de représenter les fonctions non négatives comme somme de carrés. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aller en dimension infinie, tout en ne payant pas le coût des dimensions infinies. Donc il y avait deux coûts potentiels. Il y avait le coût d'avoir à estimer un opérateur en dimension infinie, ça on l'a résolu par le théorème de représentant. Et il y a le coût d'avoir une contrainte continue, d'accord, en polynôme. Deux polynômes sont égaux si les coefficients sont égaux, voilà, ou si leurs valeurs à un nombre fini de points sont égaux. Ben, c'est pas vrai quand on prend des fonctions régulières. Par contre, si on échantillonne, c'est vrai de manière approchée, et c'est ce qu'on a utilisé. Donc, pas mal de travaux en cours. Donc, j'ai mentionné que c'était polynomial, mais un peu lent, d'accord. Donc, quand on travaille
En apprentissage automatique, cube, c'est pas acceptable, d'accord? Parce que si n vaut 1 million, bah 1 million au cube, faites le calcul, c'est beaucoup, et ça va prendre beaucoup de temps. Donc là, on peut réutiliser des travaux existants pour passer de n cube à n. Deuxième extension importante, comment on va au-delà de échantillonner une fois pour toutes, d'accord, et après optimiser. Donc on a envie de dire qu'on a envie d'adapter les points au fur et à mesure que l'on calcule les valeurs de f, d'accord. Alors, mauvaise nouvelle, dans le pire des cas, ça ne sert à rien, d'accord. L'estimation adaptative a la même complexité, un facteur 2 près, que l'estimation non adaptative. Par contre, en pratique, ça marche beaucoup mieux. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on regarde. Et enfin, le point le plus important, ce sont les certificats d'optimalité. D'accord? Donc là, pour les polynômes, eh bien, il s'avère que ces techniques donnent des certificats d'optimalité. Ça veut dire que je peux vous dire, après avoir fait tourner l'algorithme, que le minimiseur de f sera plus grand que telle valeur. Et ça, c'est un certificat. Pour l'instant, on n'a pas ces certificats, donc on a partiellement résolu le problème récemment, et ça c'est important en pratique. Si on est prêt à payer, du temps de calcul pour faire de l'optimisation globale, on a envie de pouvoir avoir à la fin un certificat que j'y ai passé 3 jours, mais à la fin c'est sûr. Voilà. Donc ça c'est les choses sur lesquelles on a pas mal travaillé récemment. Et dernière extension, tous les problèmes d'optime convexe en dimension infinie, quelque part, ce sont des choses qui sont atteignables. On peut aussi faire un peu d'inférence bayésienne, mais ça sera pour une autre fois. Merci de votre attention. Merci Francis Bach. Je rappelle que vous êtes chercheur à INRIA. On va bien sûr prendre des questions de la salle. Vous pouvez commencer à y réfléchir. Je viendrai à votre rencontre pour vous tendre un micro. Moi, j'ai une question, là encore un peu méta, par rapport à ce sujet. Quand on parle d'algorithme, quand on parle d'apprentissage automatique, la notion d'intelligence artificielle, pour flou qu'elle soit, n'est pas très loin. Est-ce que vous discutez, est-ce que vous êtes en concertation avec des industriels, que ce soit des start-up ou même des plus que grosses structures, ou pas du tout, vos recherches sont beaucoup trop en amont encore? Est-ce qu'un dialogue s'initie? Ah, bien sûr, le dialogue est toujours très fort et dans ce domaine-là, le time to market, je ne sais pas comment dire en français, est assez faible. C'est-à-dire un progrès méthodologique d'optimisation sera, pas celui-ci, celui-ci c'est vraiment en amont, mais les progrès d'optimisation sont à quelques semaines d'une application. Comme les formulations sont toujours très très similaires, donc les progrès qu'on peut faire dans les algorithmes optimaux, les algorithmes efficaces pour l'optimisation convexe ont été implémentés dans l'industrie assez rapidement. Et l'industrie, ça peut être, pour l'instant, plutôt publicité, d'accord, mais ça commence à aller au-delà, où la plupart des grands industriels ont des problèmes d'apprentissage qui résolvent avec des techniques qui sont assez modernes. Parce qu'habituellement, on a parfois l'habitude de penser que les agendas des scientifiques et ceux des industriels ne sont pas forcément calés en termes de livrables, en termes de rythme. Là, ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est qu'il y a une coïncidence. Alors, il y a une coïncidence, mais qui n'est pas. Il n'y a pas de relation de causalité entre ce que veut l'industriel et ce que veut le scientifique. Il s'avère que ce qu'on fait est rapidement applicable à une classe de problèmes qui intéresse beaucoup de monde. Et dans ce cas-là, ils peuvent réutiliser ce que font la communauté de manière assez rapide. Après, on parle, bien sûr. Il y a quelques relations, bien sûr, entre les industriels et nous. Pas de mise en silo, mais un dialogue. Des questions, mesdames et messieurs, sur ces sujets? Monsieur, je vais vous tendre un micro. Attendez, je vais vous tendre un micro. Je vais vous tendre un micro, monsieur. Regardez, hop, tenez. Montrez-nous l'exemple de Houdin de ces polynômes qui ne sont pas des formes de carrés. Un exemple? Alors, je ne connais pas par... Rodin 2000. Oui, donc l'exemple, alors je ne le connais pas par cœur, mais il y a un polynôme de degré 4 degré 4 en dimension 4 qui ne s'exprime pas. Je le connais pas par cœur, mais c'est l'exemple classique qu'on donne. Et celui-ci n'est pas... Non, c'est de Rodin, je reviens ici. Voilà. Celui-ci, je ne l'ai pas en tête. Il a un nom que j'ai oublié aussi. Voilà, merci. Moslin. Voilà. Il y en a beaucoup, on aurait 4, mais il y en a un qui est assez simple. Et voilà. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que si vous faites des fonctions rationnelles, je crois que c'est toujours vrai. Je crois, je ne suis plus très sûr, donc là, merci. Une question de monsieur. Bien souvent,
on a un problème qui dépend de paramètres. Et on aimerait bien connaître la sensibilité par rapport aux paramètres. Oui. Alors, je pense à la finance, par exemple. Est-ce qu'il faut refaire tous les calculs? Ou bien est-ce qu'on a, comme en finance, des choses genre calcul de Maliavin qui permettent, avec un seul passage, d'avoir la valeur de la fonction et sa sensibilité par rapport aux paramètres? Alors, la sensibilité. Donc, la dérivée par rapport aux paramètres. Alors. Comment on fait quand on veut la sensibilité? La dérivée par rapport à je comprends. Alors, si on parle de la sensibilité de l'optimiseur, du minimiseur, dans ce cas-là, il y a les techniques classiques basées sur soit les paramètres de Lagrange ou sous les dérivés. Mais si vous voulez quelque chose de plus fin, là, je n'ai pas ça en tête. Il n'y a pas ce que vous mentionnez de général, au moins pour cette classe-là. Il y a des sous-classes de problèmes. Pour les problèmes convexes très précis, par exemple les problèmes convexes liés à l'apprentissage, où on a des espérances, où là on peut faire des choses, mais c'est des sous-classes de problèmes. Que je n'ai pas en tête de cadres généraux pour faire ce que vous décrivez. Merci Francis Bach pour ces éléments de réponse. Une autre question vous est adressée. Merci, ce n'est pas une question, c'est une réponse. Le polynôme classique est le polynôme de Motzkin. Voilà. Il s'écrit x4y2 plus x2y4 moins 3x2y2 plus 1. Voilà. Donc il en démontre. C'était la précision qu'on espérait tous d'avoir. Merci beaucoup. Une autre question, une remarque? J'aimerais bien ne pas rater. Voilà, si vous avez la gentillesse de bien vouloir transmettre à monsieur. Merci. Oui, donc là, vous nous avez parlé les estimations pour le cas le pire. Est-ce qu'il y a des versions moyennes? Alors là, ça reste très ouvert. En fait, en optimisation même convexe, on est assez démuni sur le cas moyen. D'accord? Donc ça, c'est des sujets qu'on regarde dans le laboratoire, mais dans un cadre beaucoup plus simple, qui est l'optime convexe. Mais ça, c'est vraiment important parce que, par exemple, si on veut dimensionner, par exemple, un choix d'ordinateur ou un choix... Je suis dans l'hôpital, j'ai les données de telle taille, je vais faire de l'apprentissage, combien je dois investir pour cela. Donc, je dois dimensionner mon temps de calcul. Si je prends du pire cas, j'ai tendance à surdimensionner. Et donc, on cherche vraiment à faire du cas moyen. Mais c'est intéressant, d'accord. Au niveau statistique, les choses sont assez connues. Mais pour l'optimisation, pour l'instant, ça reste largement ouvert. Madame, là, vous me faites faire du sport ce matin, dites donc. C'est la dernière journée, vous auriez pu penser un petit peu à moi. J'arrive pour autant de ce micro. Merci en tout cas, c'est aussi un plaisir de pouvoir discuter après un exposé. Est-ce qu'il y a une étude d'impact sur les, je ne sais pas combien de dernières années, sur l'utilisation qui a été faite de ces optimisations? Étude d'impact au niveau environnemental? Oui, de vrai impact sur, je sais pas moi, sur des trucs financiers, par exemple. Mais l'impact au niveau utilisation? Au niveau utilisation, ouais, par le peuple, par les gens, quoi. Par les gens? Hors de l'académique. Non, mais si vous parlez de ça, voilà, ça c'est bourré d'optimisation. Ça n'optimise pas, mais par contre, tous les modèles utilisés dans ce petit appareil ont été appris par cette technique-là. D'accord? Donc, par exemple, la reconnaissance de visage, la reconnaissance de parole a été faite par optimisation. Par optimisation. Donc, l'optimisation n'est pas utilisée tous les jours par le téléphone, mais tout ce qui rentre dedans, un peu IA, a été fait par cela. Donc, l'impact est fort. On ne l'étudie pas. Enfin, je veux dire, vraiment savoir... Mais je ne sais pas que veut dire étudier. Veut dire étudier, quantifier, veut dire... Ouais, voilà, des stats, faire des stats, quoi. des stats... voilà. Non, alors là, j'avoue que je ne saurais... Là, j'avoue que ça dépasse mes compétences, mais c'est une question intéressante, mais là, je n'ai pas la réponse. Alors après, si les gens sont amusés à dire quels sont les algos les plus utilisés à l'instant T, alors, pour l'instant, c'était la transformée de Fourier. Donc maintenant, ça va être plutôt les moindres carrés et l'optimisation, j'imagine. Mais ça, j'ai pas de mesure précise. Et je ne saurais même pas comment le faire, en fait. Méthodologiquement, c'est loin de mes compétences. À part dire que le nombre d'industries qui le font
ça on peut les compter, d'accord, et regarder la proportion d'industriels qui utilisent ces techniques-là, mais plus précis, je ne sais pas. Bah, visiblement, vous avez l'air de savoir un petit peu, donc on pourra en parler. Ça, c'est le débat qu'on va avoir pendant la pause, tous ensemble, j'en suis sûr. Voilà. Une autre question ou remarque, commentaire? C'est pas forcément une question. Non? Bah écoutez, je vous propose de remercier ensemble Francis Bach.